À Londres, c'est une enquête de près d'un an et qui a permis au Scotland Yard, aidé par le Pakistan, d'arrêter 31 personnes qui, semble-t-il, s'apprêtaient à faire exploser des avions de ligne à destination des États-Unis. Bonne surprise pour l'activité économique, une croissance à 1,2% pour le deuxième trimestre 2006, la meilleure depuis 6 ans. Elle est due en grande partie à la consommation des ménages. À l'approche des fêtes du 15 août, plus de 6 millions de pèlerins sont attendus à Lourdes. L'évêque se plaint de la mauvaise organisation des trains. Retard, déroutés, horaires variables, la SNCF est accusée de légèreté. 5e médaille pour la France au championnat d'Europe d'athlétisme de Göteborg. Boubdallah Tari décroche la médaille de bronze dans l'épreuve du 3000 mètres steeple. À Dax, autre ambiance, la feria débute ce soir pour 5 jours. La fête dans la ville avec l'arrivée des taureaux venus d'Espagne, dernier préparatif exclusif. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un complot d'une ampleur exceptionnelle selon les Américains et les Britanniques que Scotland Yard, avec les services secrets et l'aide du Pakistan, aurait déjoué. 31 personnes sont soupçonnées d'avoir voulu faire exploser en vol des avions de ligne. Un projet d'attentat qui aurait fait des centaines de victimes. La plupart sont de nationalité britannique, les terroristes, mais pour beaucoup ils sont d'origine ou ont séjourné au Pakistan. Enquête sur place sur cette filière, Jacques Cardoz et Arnaud Levert. Walthamstow, un quartier au centre de l'enquête. C'est ici que vivaient 9 des 21 personnes arrêtées dans la nuit de mercredi. Ce midi, le domicile de Wahid Zaman, étudiant en chimie, a de nouveau été perquisitionné. Les policiers disent y avoir trouvé des cassettes, des CD, des DVD. Une vidéo faisant l'apologie du djihad a également été saisie dans la journée. Mais Wahid Zaman, nous disent ses voisins, n'avait franchement rien d'un apprenti terroriste. C'était un bon gars, très tranquille, ça allait toujours. Il me disait bonjour. Oui, je le connaissais, Wahid, il vivait là, il fréquentait la mosquée, il venait à l'épicerie. Je suis vraiment surpris, il n'y avait rien de bizarre le concernant. Ce matin, les noms des suspects ont été divulgués par la Banque d'Angleterre qui a décidé de geler leur compte bancaire au nom d'un lien supposé avec Al-Qaïda. Parmi eux, un membre de la sécurité de l'aéroport d'Heathrow, une femme enceinte, plusieurs étudiants, tous sont britanniques et 3 sont convertis. Dans ce quartier où les fondamentalistes croisent les plus modérés, on se dit choqué. À la sortie de la prière du vendredi, l'imam n'a pas souhaité répondre aux médias, mais il a expliqué que sa communauté collaborerait volontiers avec la justice. Je crois qu'ils sont innocents parce qu'il n'y a rien contre eux, pas de preuves, et juste des informations des services de renseignement. Mais Walthamstow n'est pas n'importe quel quartier. Il est l'un des plus surveillés depuis plusieurs années. C'est aussi celui d'Anjem Choudary, personnalité du Londonistan, ancien leader d'un groupe interdit. Nous l'avons rencontré. À chaque fois qu'il y a une arrestation, les médias en font toute une histoire car on parle d'un complot terrible et on l'a déjà vu à Forest Gate. Et puis finalement, rien ne justifiait ces arrestations. Ici, personne ne croit réellement au projet d'attentat qu'auraient pu échafauder 9 personnes issues de ce quartier. C'est une façon de protéger la communauté musulmane. C'est aussi une façon de dire que la police a pour le moment assez peu d'indices. L'originalité, si je puis dire, de la méthode employée pour fabriquer ces bombes consistait à les assembler dans l'avion avec des produits chimiques que chacun des comploteurs aurait embarqués dans son sac. Du coup, tous les bagages à main sont interdits dans les avions, de même que tous les produits liquides, désinfectants, dissolvants ou colorants. Enquête et explication avec Stéphane Bretner. Si le scénario précis des attentats n'est pas connu, le projet devait ressembler à celui-là. Aéroport de Londres. 3 hommes, portant chacun un élément de la bombe, montent à bord d'un avion à destination des États-Unis. Une fois en vol, ces hommes se retrouvent, assemblent l'engin, puis le placent sur un hublot pour faire sauter le fuselage. Les Britanniques pensent que ces avions, au nombre de 9, devaient exploser au milieu de l'Atlantique. Aux États-Unis, on explique que le projet impliquait 3 compagnies américaines et que 5 grandes villes étaient visées: Boston, New York, Washington, Chicago et Los Angeles. Enfin, les armes qui devaient servir aux attentats auraient été des explosifs liquides. Il suffit de mélanger 2 éléments liquides qui créent une explosion. Vous pouvez faire ce mélange très facilement dans les toilettes. Maintenant, il faut une quantité d'explosifs grosse comme le poing, et encore faut-il réussir à l'introduire dans l'avion. Dans tous les grands aéroports, les bagages à main doivent passer au rayon X. Les explosifs, qu'ils soient solides ou liquides, apparaissent en orange foncé. Ils sont donc facilement repérables. Mais on peut contourner ce dispositif, comme par exemple garder l'explosif sur soi.
En passant à travers le portique, l'alarme ne se déclenchera pas puisqu'il ne détecte que le métal. Hier, la BBC montrait à quel point il était facile d'assembler une bombe. Du liquide, un peu de poudre, un détonateur. Des spécialistes pensent que certains terroristes ont été formés aux explosifs au Pakistan. C'est d'ailleurs dans ce pays que 7 comploteurs ont été arrêtés. 2 d'entre eux sont de nationalité britannique. Ils ont grandi là-bas. Ces arrestations sont le fruit d'une coopération étroite avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Attaque d'un moyen de transport, simultanéité des attentats. À Londres comme à Washington, tous les enquêteurs veulent y voir la main d'Al-Qaïda. En Israël, 30 jours après le début de l'offensive contre le Hezbollah, les résultats militaires sont bien maigres et les Israéliens s'étonnent de l'incapacité d'une armée moderne et bien entraînée à venir à bout de combattants moins équipés et qui continuent à tirer des roquettes sur le pays. Sur place, notre envoyé spécial Dorothée Oliéric et Alain Grégo. Cela fait 1 mois que tonnent les canons israéliens, 30 jours qu'ils pointent inlassablement en direction du Liban. Nous nous trouvons sur une position d'artillerie face à des caisses d'obus de 155 mm censées nettoyer la zone frontalière de tout combattant du Hezbollah. Ce matin, des missiles israéliens visaient aussi les combattants chiites, toujours retranchés. Malgré les 10 000 hommes déployés au Liban Sud, la guerre n'en finit pas. Et en Israël, l'on ose désormais évoquer la possibilité d'un échec de l'opération militaire. Ce n'est pas possible qu'une petite bande de terroristes casse l'armée israélienne. Alors quoi qu'il arrive aujourd'hui, les Israéliens ne sont pas contents. Il n'y a pas de grande victoire puisqu'on est là, 1 mois après, avec des villes fermées au nord, un peu paralysées, avec les sirènes, avec plus de 3000 roquettes. Toujours pas de déroute du Hezbollah, mais en revanche un nombre de victimes élevé en Israël. 82 militaires tués et 38 civils. Un bilan qui représente un choc pour l'opinion publique israélienne. Selon un sondage publié aujourd'hui, ils ne sont plus que 48% à soutenir le Premier ministre Ehud Olmert contre 75% au début de la guerre. De leur côté, les soldats que nous rencontrons sur la ligne de front affichent toujours un moral d'acier malgré les pertes et les conditions de vie difficiles. Mais néanmoins, ils imaginaient que la guerre serait moins longue. Si on accepte un cessez-le-feu maintenant, c'est comme si on perdait tout. Il faut poursuivre la guerre, sinon c'est le Hezbollah qui continuera à tirer sur nous. À Kiryat Shmona, le Hezbollah terrorise ceux qui sont toujours là. Aux tirs de roquettes se sont ajoutées des attaques aux mortiers. Les combattants chiites sont bien là, juste derrière la frontière. Le Premier ministre vient de donner l'ordre ce soir à l'armée de lancer cette fameuse grande offensive terrestre, celle qui, selon les faucons du gouvernement, devrait permettre de neutraliser enfin le Hezbollah et les tirs de roquettes sur le nord d'Israël. Et sur le Liban, les avions israéliens continuent de lâcher leurs bombes. Beyrouth, Saïda, Tyr sont touchés, sans compter les destructions de ponts, d'infrastructures électriques, les conséquences du blocus maritime. L'offensive a déjà causé la mort de 1018 Libanais. Bernard Lebrun. Couverts du drapeau libanais, comme des militaires. Mais ce sont des civils, des femmes, des enfants, du quartier de Shia à Beyrouth, un quartier chrétien et chiite. Il aura fallu 4 jours pour les sortir des ruines de leur maison et les enterrer. Sur la place des Martyrs, dans la capitale, il y a 1000 tombes et 1000 bougies s'allument chaque soir pour rendre hommage aux 1115 tués libanais en 1 mois de guerre. Et le représentant permanent de l'ONU à Beyrouth ne semble plus faire que ça, compter les morts. La grande majorité des victimes sont des non-combattants. Parmi elles, la part des enfants morts dans cette guerre dépasse les 200. Et nous croyons que le nombre des combattants libanais tués est très sous-estimé. Nasrallah vous ment et vous cache les tués du Hezbollah. En voici la liste. 100 de noms suivent. C'est le dernier tract israélien tombé à Beyrouth. Mais il y a pire. Comme chaque matin depuis 31 jours, l'aviation israélienne a pilonné les quartiers sud de la capitale. 11 juillet, 11 août, chose incroyable dans ce Beyrouth à 2 visages, c'est qu'à l'ouest, il y ait des agents de la voirie qui aient encore envie de balayer les trottoirs. Ou encore, banlieue sud, qu'il y ait toujours âmes qui vivent dans ces champs de ruines et que l'eau coule encore. En 1 mois, on compte 1 million de personnes déplacées.
Et elle se donne du mal, la Croix-Rouge, pour franchir le Litani, au pont détruit, pour secourir Tyr, la grande ville du Sud, isolée et prise au piège de la guerre, venue de la mer. Et pendant ce temps, à l'ONU, une résolution sera présentée au Conseil de sécurité ce soir à 21 h pour mettre fin au conflit au Liban. L'accord, s'il est adopté, devrait permettre le retrait progressif des troupes israéliennes remplacées par les soldats de l'ONU. Israël annonce que s'il est satisfait de cette résolution, il pourrait suspendre son offensive au sol. Et puis à Marseille, un porte-container avec 2000 tonnes de matériel, nourriture, vêtements, médicaments, ambulances, matériel chirurgical et aussi camions, va quitter la France pour le Liban. Toutes les associations humanitaires ont participé à cette opération. Un bateau pour le Liban, mis à disposition par un homme d'affaires franco-libanais sous l'égide du ministère français des Affaires étrangères. En France, la hausse de la croissance au deuxième trimestre a surpris tout le monde. C'est le meilleur résultat depuis l'an 2000. Le ministre de l'économie Thierry Breton estime que le pouvoir d'achat des Français est en hausse et c'est la consommation des ménages qui a augmenté en juin. Bruno Timsit et Mathieu Berden. La croissance passe à la vitesse supérieure. Le second trimestre, c'est un petit peu le printemps de l'économie française. 1,1% de croissance en plus. Avril, mai, juin, en seulement 3 mois, c'est presque autant que pour l'ensemble de l'année dernière. Une telle croissance, on l'a connue 3 fois uniquement au cours des 20 dernières années. J'ai indiqué que la prévision de croissance du gouvernement sur l'année 2006 serait comprise entre 2 et 2,5%. Avec les chiffres d'aujourd'hui, je vais me situer évidemment plutôt dans le haut de la fourchette. Sans doute un petit effet Coupe du Monde. La consommation des ménages est repartie à la hausse. Autre facteur explicatif, la bonne santé des exportations. La croissance décolle, mais reste fragile. L'économie française aujourd'hui fait face à une série de chocs négatifs, par exemple le ralentissement de la croissance aux États-Unis, l'augmentation des prix du pétrole. Autre interrogation, l'impact de la croissance sur l'emploi. Selon les économistes, pour que le chômage baisse durablement, la croissance doit atteindre au moins 2,5% d'ici à la fin de l'année. Le chèque emploi-service connaît un succès qui ne se dément pas. Élargi aujourd'hui à de nombreux services, il permet de payer aussi bien l'employé de maison que la babysitter, le jardinier ou le gardien. Explications et mode d'emploi avec Nicolas Lemarinier et Alexandra Renard. Tondre la pelouse, bêcher son jardin, un loisir de vacances. Mais pour Sylvain Bélanger, c'est un vrai travail. Le jeune homme est salarié d'une société de services. Il jardine chez les particuliers. Pour lui, la recette n'a pas été compliquée. Le bac pro moyen, on arrête là à la moitié. On cherche du travail, on trouve une société comme ça. Et sur internet tout simplement une petite annonce et on tente sa chance et ça marche. Et normalement ça doit être nettoyé aussi régulièrement. Les services à la personne, un vivier d'emploi et puis une certaine tranquillité pour les particuliers comparé au travail au noir. Peut-être qu'il nous est arrivé une ou deux fois de faire appel à des gens comme ça, mais en fait non. C'est pas sérieux, Et au niveau responsabilité, je crois qu'il vaut mieux faire les choses et comme ça, les choses sont faites vraiment bien. Tranquillité et avantages financiers. Depuis le 1er janvier, les particuliers peuvent régler ces petits travaux avec le chèque emploi service universel. À la clé, 50% des sommes versées à déduire des impôts et puis une TVA réduite à 5,5%. De quoi accompagner et accélérer l'essor des services à la personne. On va prendre l'exemple d'une chemise, puisque c'est ce qu'il y a plus dur. Dans cette société qui propose des heures de ménage aux particuliers, les cours de repassage s'enchaînent. Ici, le recrutement est continu. On recrute et on forme une dizaine de personnes par semaine, selon les mois, donc une quarantaine de personnes par mois. Selon le gouvernement, le chèque emploi-service universel aurait permis de créer 36 000 emplois au premier trimestre 2006. C'est ce soir le dernier délai pour retirer à la préfecture un dossier de régularisation pour les sans-papiers. 25 000 demandes auraient déjà été déposées, très au-dessus donc du nombre de régularisations accordées, estimé entre 5 et 6 000. Et les critères sont tels que dans une même famille, il y a des différences difficilement supportables. Benoît Bringer et Valérie Lucas. Ce couple de Colombiens, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Un petit appartement en banlieue parisienne, un fils, Brian, en BEP. Le seul problème, ils sont sans papier. Le père a quitté il y a 15 ans son pays en proie à la violence. Il a choisi la France.
Et tout de suite, je suis touché par sa culture, pour sa façon de vivre et toutes les choses jolies. Pour faire vivre sa famille, il travaille au noir. Sans papier, l'intégration est difficile. Même si on paye ses impôts, même si on paye son loyer, mais on ne peut pas se déplacer normalement comme tout le monde, on ne peut pas prendre des vacances comme tout le monde. Il a déposé une demande de régularisation à la préfecture, tout comme son autre fils, Jonathan, l'aîné, venu avec sa femme et ses enfants. Pour lui, a priori, pas de problème. La plus grande de ses deux filles est scolarisée depuis 2 ans. Il devrait donc bénéficier de la circulaire du 13 juin. On va à l'école, après on rentre à la maison. Son frère et ses parents, eux, ont peu de chances d'être régularisés. Car Brian a 18 ans et la circulaire ne s'applique que pour les enfants mineurs. Une injustice selon eux. C'est juste l'âge qui dit que je ne pourrais pas avoir les papiers. Mais sinon c'est pareil parce que je suis scolarisé, je suis à sa charge. C'est injuste de voir, comme je vous dis, de voir mon père, mon frère, ma famille ne pas être régularisée en même temps que moi. La réponse devrait venir dans les prochaines semaines. La famille espère rester unie, même aux yeux de la loi. Tension à Lourdes entre l'évêché et la SNCF. Quelques 900 trains spéciaux pour pèlerins, malades ou valides sont affrétés. Et l'évêque de Lourdes se plaint du retard et des prix exorbitants demandés par la SNCF. Reportage Julia Delage et Frédéric Capron. Notre-Dame de Lourdes n'a encore rien perdu de sa sérénité. Pourtant, la polémique résonne presque dans toute la vallée. Tout part d'ici, à la gare de la petite ville de 15 000 habitants. Tous les ans, près de 900 trains spéciaux de pèlerinage s'y succèdent. Mais cette année, certains responsables diocésains sont furieux contre la SNCF. Horaires, retard, manque de matériel, les chemins de fer ne l'emporteront pas au paradis. Pour le mois de juin, on avait 5 TGV, ce qui représentait 2000 personnes, dont 365 pèlerins malades et handicapés. On a été prévenus 48 heures à l'avance et on n'avait que les horaires allés. Et ça, c'est inadmissible. Il faudra peut-être envisager le car ou l'avion, si la SNCF ne peut plus nous transporter. Plus loin, ce train repart pour Berck. 10 heures de voyage en comptant les correspondances. C'est lassant. Mais bon, à part ça, on a des soins à faire et tout, donc on doit aller aux toilettes et tout. Mais les toilettes sont vraiment tout petites. On peut à peine faire nos soins, donc... Rendu inquiet par une affluence en chute de 10% cette année, l'évêque de Tarbes qualifie de mépris l'attitude de la SNCF. Cette année, il y a eu une dégradation sur un point précis, qui est cette histoire de la fixation des horaires. Alors je dirais c'est un peu comme si vous avez une maison, alors vous commencez par réparer le toit, puis après le toit, c'est un pan de mur qui s'effondre, et puis après c'est le plancher. Alors... De son côté, la SNCF fait son mea culpa, mais ne promet pas de miracle. Elle fera de son mieux. Nous avons pour cela mis en place une cellule de crise depuis quelques semaines maintenant qui travaille pour essayer de ramener tout ça à la normale, c'est-à-dire fournir les horaires dans les temps et fournir une qualité de service irréprochable. À Lourdes, on jugera sur pièce dès demain. Plus de 20 000 personnes sont attendues pour le pèlerinage national. En Espagne, 124 feux ont été recensés en Galice, dévastant quelques 50 000 hectares. À Ourense, une ville du sud de la région de 100 000 habitants, le feu s'est approché jusqu'à 3 km du centre. Une nuit d'enfer avec des évacuations, 18 personnes arrêtées, car la plupart de ces incendies sont d'origine criminelle. Reportage Anouk Burel et Zindine Berkous. Jamais les habitants d'Ourense n'avaient vu les flammes d'aussi près. Hier soir, le feu a pris aux portes de la ville, à moins de 40 mètres des premières habitations. Un immense brasier qui s'est déclaré dans un quartier populaire, El Pino. La plupart des maisons ont dû être évacuées. Honorina Rodriguez n'a pas dormi de la nuit. Avec ses voisins, elle a vu les flammes depuis les fenêtres de sa maison. Ça a commencé ici et puis après tout par là. Ça a été horrible. C'est grâce aux pompiers qu'on n'a pas tous brûlé vifs. J'ai pas dormi. Ah non. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je croyais que les flammes allaient arriver jusqu'à ma maison. On a tous pleuré. Dans les forêts derrière les maisons, les pompiers et les habitants ont travaillé toute la nuit. Le feu a été maîtrisé ce matin, mais la chaîne de solidarité est toujours là pour éviter que le brasier ne se rallume. Solidarité. Il faut que tout le monde s'y mette, sinon on n'y arrivera pas. Il y a trop d'incendies et pas assez d'effectifs. On est fatigué, mais il faut bien continuer. Il faut bien qu'on travaille jusqu'à ce que le feu soit complètement maîtrisé.
Même le maire de la ville est venu sur les lieux de l'incendie s'assurer que tout était fini. Vous savez, voir des flammes plus haut que les maisons, ça a été vraiment angoissant pour tous les gens qui habitent à côté. Les brasiers éteints en fin d'après-midi, les pompiers volontaires trouvent enfin le temps de faire une pause. Une semaine qu'ils courent eux aussi d'incendie en incendie. La solidarité malheureusement n'empêche pas les forêts de brûler jusqu'aux abords des villes. Une semaine après le début des incendies, la Galice est toujours cernée par les flammes. Selon le journal régional, 50 000 hectares seraient déjà partis en fumée. Et au Portugal, plus d'1 millier de pompiers luttent dans le centre du pays, attisés par des vents forts et surtout des températures très élevées, comme 42 degrés. Certains incendies sont hors de contrôle. Une femme pompier de 32 ans a été retrouvée sans vie dans un camion où elle était, semble-t-il, allée se réfugier. En Chine, le typhon le plus puissant qu'ait connu le pays depuis 50 ans a déjà causé la mort de près de 100 personnes, à quoi il faut rajouter plus de 200 disparus. C'est la 7e tempête à ravager le pays depuis le début de l'année. Perrine Bonnet. Ils sont autour d'elle depuis plusieurs heures. La fillette est à bout de force, mais elle est sauvée. Une victime parmi des dizaines d'autres, prise au piège de leur maison, réduite en poussière. La cause de ce chaos s'appelle Saomai, le typhon le plus violent qu'ait connu la Chine depuis 50 ans. Des vents en rafale jusqu'à 216 km/h et des trompes d'eau qui se sont abattues sur tout le sud-est du pays. J'avais peur qu'il arrive. On a eu des vents extrêmes. Tous les immeubles sont détruits. La ville est sans dessus-dessous. Les autorités parlent déjà de 300 morts et disparus. Les secours s'organisent tant bien que mal, mais la pluie et les bourrasques rendent chaque déplacement périlleux. Les dégâts matériels sont considérables. Dans cette région agricole, les champs sont noyés sous la boue, les récoltes perdues. Des villes entières privées d'électricité et d'eau potable. C'est la 7e très grosse tempête que connaît la Chine depuis le début de l'année. La dernière, au mois de juillet, avait causé la mort de plus de 600 personnes. Et puis à Hawaï, l'image toujours spectaculaire de ce volcan dont les laves viennent tomber dans la mer, où les températures sont forcément très élevées. Un volcan qui est en constante activité. Ce spectacle est d'ailleurs devenu une véritable attraction touristique, à condition évidemment de ne pas trop s'approcher. Au championnat d'Europe d'athlétisme de Göteborg, le Français Boabdella Tari décroche la médaille de bronze dans le 3000 mètres steeple. Sa première médaille dans une grande compétition. La France compte désormais 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Manuel Tissier et Yann Moine. Cette fois-ci, Boabdella Tari, dit Bob, sera bien sur le podium. Ce sera en bronze et le Lorrain attendait mieux. Le 3000 mètres steeple, avec ses obstacles et ses rivières, est une spécialité africaine. Mais en Europe, Tari est presque aussi fort que les coureurs des hauts plateaux. Ce soir, pourtant dans une course plutôt lente, le Français s'est fait piéger par l'Espagnol Blanco et le Finlandais Keskisalo, champion d'Europe surprise. Troisième, Tari décroche à 28 ans sa première médaille internationale. Si on m'avait dit avant ce championnat que je ferais une médaille, j'aurais signé tout de suite. Il faut savoir que c'est mes 3e championnats d'Europe, c'est la première fois que je monte sur la boîte et je suis content parce que c'est quelque chose, je suis enfin apaisé, même si c'est le bronze, je suis déçu mais j'ai appliqué ce que je voulais faire, ma tactique et c'est le meilleur qui a gagné aujourd'hui, c'était peut-être pas le plus fort mais le meilleur. Pour Adriana Lamal, la déception est plus cruelle. La jeune Française termine 8e et dernière de la finale du 100 mètres haies, loin derrière la favorite Susanna Kalour. Dans un stade aux Anges, elle offre à son pays une 2e médaille d'or. Sauf exploit de Sylviane Félix dans 20 minutes sur 200 mètres, le compteur des Français s'arrêtera sur 5 médailles à la veille du week-end. Football, la saga de l'insaisissable Monsieur Ribéry. Après avoir dit haut et fort qu'il souhaitait quitter son club, Franck Ribéry clame de nouveau son amour pour Marseille. Il a participé hier aux 25 dernières minutes du match OM Berne. Romain Messi et Virginie Travers. Il était bien là ce matin à l'entraînement de l'OM et promis, juré, craché, il ne partira pas. Franck Ribéry voulait quitter Marseille il y a encore 24 heures. Hier soir, volte-face et déclaration d'amour au club olympien. Franck, juste un mot Franck. C'est la fin du feuilleton, vous restez marseillais? Ouais, je suis marseillais et je suis très content et
j'espère que ça va bien se passer pour moi et pour tout le monde et pour les supporters. Depuis que je suis arrivé, je m'entraîne avec le sourire, j'ai la pêche et je vis bien ici. Et voilà, j'espère qu'on va faire une très bonne saison et qu'on va prendre du plaisir. Après la vie de tempête, le calme devrait revenir à Marseille. Mais les supporters de l'OM, échaudés, restent partagés. S'il veut partir, il s'en va. Hein. Parce que s'il doit rester dans sa tête, ça va trembler. S'il veut partir, il ne pourra pas bien jouer comme l'année dernière. Et non, il doit partir. Il a tout ce qu'il faut, il a un beau stade, il a un public, il a une ville derrière lui, alors faut qu'il reste. Hein. Prudence de rigueur, car Ribéry n'est pas à une contradiction près. Le 20 juin en pleine Coupe du Monde. Lyon est ma priorité. Mon souhait est de ne plus évoluer à l'OM la saison prochaine. Le 1er août, reprise de l'entraînement à l'OM. Je suis toujours Marseillais, j'aime ce club, les gens et les supporters. Enfin, il y a une semaine. Mon souhait, c'est de quitter Marseille. J'ai envie d'avoir autour de moi de grands joueurs. Hier, à l'aube d'un dernier revirement, Ribéry était sur le banc. Attendu comme le Messi, il est entré à la 68e minute face à Berne en Coupe d'Europe pour son premier match de la saison avec l'OM. L'épilogue peut-être du feuilleton de l'été. Les grandes marées, c'est ce week-end et c'est l'occasion de marcher très très loin, là où d'habitude l'eau ne se retire pas. C'est pour les pêcheurs un rendez-vous à ne pas manquer, l'occasion de traquer palourdes et crevettes, mais il ne faut pas trop remplir les seaux. Les quantités sont limitées et les affaires maritimes surveillent. Édouard Bergeon et Alain Darré-Grand. Harnachés de l'attirail du pêcheur, les vacanciers envahissent le littoral, tel un pèlerinage. Les gros coefficients de marée laissent apparaître un immense terrain de jeu. Reste alors à découvrir le meilleur coin de pêche. J'ai un bon coin, mais enfin bon, c'est en tant qu'amateur, hein. C'est vraiment pas c'est de la pêche, la pique pêche. Enfin, il y aura de quoi manger ce soir, quoi. Déjà quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Jeanne? Un bébé crabe? Tu veux le toucher? Au début, on avait prévu de ramasser des crabes, mais comme ils sont tout petits, on va se limiter juste à la découverte, à l'observation. Hein. Michel, 50 ans de pêche sur l'île Madame, à l'œil pour débusquer la palourde. Là, normalement, il y a une palourde. Hein. Puis, en voilà une. Il y en a une belle, là, regardez. Là, ça va. Ah ben oui. Ah oui, la longueur qu'elle fait de la longueur de votre pouce. Faut pas en manger plus petit. Sinon? Ah ben, s'ils sont au bout, le monde, ben, vous vous faites attraper, puis c'est normal. Hein. Car il y a des règles. Les affaires maritimes, qu'est-ce que vous avez pêché? Des bigorneaux et puis quelques huîtres. La pêche des huîtres est fermée en juillet et en août. Pourquoi c'est fermé? C'est une question de gestion de la ressource. Pas d'amende pour ce touriste, tout juste condamné à rendre sa pêche. Hein? Pas trop déçu? Non, bon, c'est le jeu. Les plus chanceux repartiront avec leur filet de coquillages, mais attention, pas plus de 5 kilos par jour et par personne. En Lozère, dans le parc du Gévaudan, une vingtaine d'hectares sont consacrés aux loups, dont 7 hectares ouverts aux visiteurs. Ils sont près de 100 000 par an à venir frissonner en guettant les hurlements nocturnes de la bête. Hélène Vergne et Françoise Mazou. À la lueur d'une torche, ils se laissent approcher ou tout au moins observer sans fuir. Car c'est une fois la nuit tombée que la meute reprend vie. Agressivité, soumission, l'identité des loups est guidée par la hiérarchie au sein du groupe. C'est un prédateur nocturne et l'ambiance est beaucoup plus agréable, moins bruyante. Il y a un côté magique. Et le loup et la nuit. Cela fait 4 ans que le plus grand parc de loups au monde organise des visites au crépuscule. Celui-là, c'est un mâle de 5 ans. Sur ces terres de légende du Gévaudan, le public vient à la rencontre d'un animal qui fascine. Plus la nuit arrive, moins on voit les loups, on les perçoit, on les entend courir à côté de nous, mais on ne les voit pas. Donc ça reste aussi peut-être un petit frisson que les gens aiment, même s'il n'y a pas de danger de toute façon avec le loup. Tu es un gros coquin. Et parfois, certains s'approchent. Ici, un mâle canadien. Au total, le parc compte 136 loups et 4 sous-espèces en semi-liberté. Je m'accroupis afin qu'ils aient moins peur de ma position verticale. Ils peuvent, avec un peu d'habitude, vous considérer comme invité dans leur enclos. Mais il n'y a pas de relation d'affrontement ou de dominance. Autrefois pourchassé dans notre pays, le loup se retrouve ici réhabilité dans l'esprit des hommes qui, à l'issue de la visite, sont invités à l'imiter.
Et malgré la dissonance ce soir-là, les loups ont répondu. Dax, la feria débute officiellement ce soir et pour 5 jours, 700 000 personnes sont attendues. Et les principaux acteurs, c'est-à-dire évidemment les taureaux, ont débarqué d'Espagne. Exceptionnellement, notre équipe a pu rencontrer les éleveurs et les animaux. David Bazier et Bernard Bodard. Quelques notes espagnoles en ce début d'après-midi à Dax. La feria ne commence officiellement que dans la soirée, mais le décor est déjà en place. Les plus jeunes, les moins fortunés, ont installé leurs tentes un peu partout en centre-ville. On a les sanitaires à côté, et c'est gratuit. Donc si on respecte, il n'y a pas de problème. On a prévu d'aller voir les novilladas, donc avec les jeunes taureaux, qui sont quand même assez impressionnants quand même, mais on va essayer d'aller les voir dimanche ou lundi. Et voilà, puis après on va profiter un peu du folklore. Au Grand Hôtel Le Splendide, on est au champagne. Mais c'est la même impatience, le même esprit de la fête, pour des gens pourtant bien différents de nos campeurs. C'est formidable, c'est plein de gaieté, plein de couleurs, d'animation, c'est très bien, c'est très beau. Il y a tous les budgets qui font la fête, il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, pour toutes les musiques. Aux arènes, dans les coulisses, les taureaux d'Espagne sont arrivés discrètement. L'opération est à chaque fois risquée. Ces cornulas sont des fauves. Dans le stress, leur réflexe est souvent de se battre. Souvent ils sont énervés pour éviter qu'il y ait des incidents entre taureaux. Avec le jet d'eau, on crée une diversion et puis l'eau leur fait du bien et ça les calme un peu. Car les taureaux deviennent rares. En Espagne, la maladie de la langue bleue empêche l'exportation par crainte des risques de contamination. Il n'y a plus que Salamanque. C'est difficile puisque toutes les places à la taurine de France se fournissent au même endroit. Donc concours, etc., c'est pas facile, donc de plus en plus compliqué pour avoir effectivement des taureaux. En 5 jours, 700 000 personnes vont fêter Dax. Les organisateurs ne veulent surtout pas dépasser ce chiffre pour que la feria conserve son caractère bon enfant. Le festival d'Argelès-sur-Mer fête sa 10e édition et il commence à se faire une petite place. Il permet surtout de découvrir des musiciens de la région et des groupes plus connus aussi, comme Dionysos. Reportage Abdel Mostefa et Vincent Kellner. Sur les hauteurs d'Argelès-sur-Mer, duel de son au soleil. Pour faire descendre. Tout je suis pour faire des bruits. Je bien. Aucun instrument, juste leur voix en guise de guitare, de basse, de batterie. Sur la scène des groupes découverts du Grand Sud, le duo toulousain a la lourde tâche d'ouvrir la soirée. Il faut qu'on convainque le public, voilà. Et puis c'est pas gagné, nous on arrive avec rien, donc il faut qu'on fasse tout moment. C'est le défi chaque fois, quoi. C'est le premier des 6 concerts du jour. On est loin de faire le plein sur le site, c'est-à-dire que les 7 km de plage à 10 minutes de là ont quelques adeptes. En Haute-Saison, Argelès-sur-Mer passe de 9 800 à 95 000 résidents. Dionysos, pas vraiment en vacances, contrairement aux apparences. Est-ce que vous êtes prêts à faire exploser ce festival? C'est un groupe de scène très prisé. Est-ce que vous êtes prêts à faire exactement comme quand la mer Méditerranée est extrêmement en colère? Cet été, Dionysos s'enchaîne une vingtaine de festivals. C'est vrai qu'on a l'impression un peu de faire le Tour de France non dopé, des fois, et qu'on fait que des étapes de col. Mais en même temps, on aime bien les étapes de col, donc on aime bien quand il se passe des choses un peu rigolotes ou un peu tragiques, ou enfin en tout cas qu'il y a du mouvement et qu'il y a de l'émotion. Elle avait les yeux en face d'un monde, me disait-il solennellement, oui, il était comme ça. 3500 spectateurs pour la première édition, plus de 15 000 pour les 10 ans. Le festival des Méditerranéennes grandit avec une furieuse envie de décrocher la timbale. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi dans ce décor inhabituel, celui du 13h, avant de retrouver le nouveau plateau du 20h. Mais ça, ce sera pour la rentrée et c'est une surprise. Tout de suite, la météo de Patrice Drevet, suivi du point route de Julien Pascal. Excellente soirée sur France 2. Je vous retrouve demain à 13h, ici même. Bonsoir.